Le plaisir est toujours renouvelé, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour ce magazine Web Presse, ce magazine qui reçoit des intelligences de notre pays. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir Harold Badibanga de la RTGA, Serge Kabongo de CCTV. C'est pour la première fois que je reçois un confrère de CCTV. Très heureuse de vous recevoir, Serge Kabongo. Et Israël Moutala de Géopolis Magazine. Aujourd'hui, nous allons parler de deux grands thèmes, mesdames et messieurs, la cohésion nationale et la signature de l'accord cadre qui se tiendra le 24 février à Addis Abeba en Éthiopie. Nous allons commencer par le thème qui est à la mode ces derniers temps, c'est la cohésion nationale. Selon le dictionnaire Larousse que je viens de lire tout à l'heure, cohésion veut dire qualité d'un groupe, d'un ensemble formant un tout au parti bien lié. Harold Badibanga, si on prend cette définition et qu'on la colle à la RDC, en tout cas, rien à dire, il n'y a pas du tout cohésion. Je veux nuancer ma position par rapport à ça. Il n'y a pas cohésion d'abord parce que divergence de point de vue dans les états-majors des partis politiques, étant donné que c'est la politique qui détermine les directives à suivre et même la vision d'un pays par rapport à ses destinées. Mais cohésion, il y en a quand même. Il y en a quand même quand on sait que le Mouloba de Kabeka Mwanga Zouabilumbushema, le Mungala de Bonda et le Moussoaïli de Manono ont une seule âme, même le Moussoaïli qui est à Fizi, Baraka et ailleurs, dans le Massissi. Tous ces gens se réclament appartenant à une même nation indivisible telle qu'elle nous a été léguée par nos ancêtres, même si c'était par les lattes tracées en dehors du continent africain à travers la conférence de Berlin. Mais au-delà de tout, si le président de la République et le chef d'État Joseph Kabila Kabange a appelé à la cohésion nationale, cela ne veut pas dire que le Congolais est divisé. Mais c'est parce qu'il a bien dit il y a une affaire qui se pose à l'est de la République démocratique du Congo. Et pour cela, il faut, étant donné que l'affaire est politique, que les partis politiques restent autour d'une même table pour dégager des pistes de solutions pouvant faire qu'aujourd'hui ou demain, qu'on ne parle plus de la guerre à l'est de la République démocratique. Israël Moutala, cohésion nationale, pourquoi on le recherche? Si on recherche cette cohésion, donc ça n'existe pas. Oui, on recherche de la cohésion nationale pour donner de l'efficacité à l'État, qui en a bien besoin. Nous avons un État groggy par une gouvernance inappropriée du fait de la non-cohésion. Ça veut dire que il y a une sagesse biblique qui nous enseigne que une maison qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. Et donc, il a fallu la guerre qui a éclaté à l'est du pays et qui menace l'intégrité du territoire pour que le chef de l'État, enfin, ait la lucidité de reconnaître que nous ne sommes pas un pays uni et ce manque de cohésion menace l'intégrité nationale, menace même notre identité de Congolais. Et donc, cette évidence, elle est apparue au lendemain des élections de 2011, où nous sommes sortis de ces élections plus divisés qu'unis. Le rôle des élections n'est pas de nous diviser davantage, c'est de nous unir. Or, au sortir des élections de 2011, nous sommes sortis encore plus divisés que jamais. Avant même ces élections, il y avait des problèmes de gouvernance, il y avait des problèmes de droits de l'homme, il y avait des problèmes des promesses non tenues. Bref, il y a beaucoup de problèmes qui sont amoncelés sur la table de l'État congolais, qui font que cet État peine à trouver ses marques dans le concert des nations, peine justement à favoriser le développement, peine justement à distribuer la richesse nationale. Bref, il y a un tas de problèmes qui se sont vraiment amoncelés et qui méritent vraiment qu'on s'y attaque pour dégager l'horizon des Congos. Serge Kabongo, la cohésion nationale, ça se fera par la base ou par la tête? Moi, je crois plutôt que la question devrait être abordée autrement. Paulette, si vous me permettez, j'aimerais d'abord vous dire merci pour l'invitation. Je vous en prie. Ok.
je me demande si réellement ce que le confrère Harold Badibanga a dit ne vient pas contredire même l'esprit de ce que le président de la République avait annoncé devant les députés et sénateurs réunis en congrès quand il dit que ce n'est pas parce que le chef de l'État, Joseph Kabila, a constaté qu'il n'y a pas la cohésion nationale qu'il a fait appel pour cette cohésion nationale. Je pense que c'est le contraire. Donc il n'est pas bien placé pour relayer ici, je dirais parfois à tort, le propos du président de la République. Je me demande aujourd'hui, on a connu des élections en 2006, on a connu des élections en 2011, mais aujourd'hui, ici vous voyez Paulette, le Congo continue à déverser par le monde des réfugiés. Le Congo continue à envoyer ses fils et filles dans la forêt. Et je me dis que, est-ce que ces élections, à quoi elles auront servi si aujourd'hui nous continuons à envoyer nos enfants dans la forêt, nous continuons à envoyer nos enfants dans des pays voisins pour aller devenir des réfugiés, clochardisés. C'est ça le problème. Mais quand il me faut répondre à votre question sur la cohésion nationale qui devrait commencer par la base ou soit par la tête, je me dis que ce sont ceux-là qui appellent à la cohésion nationale qui devraient débrayer le terrain. Ils devraient donner des signes énonciateurs. Le chef de l'État, c'est à lui seul de dire aux Congolais quel sera le contenu de ce dialogue, de ces concertations et quels en seront le contour pour que nous puissions réellement adhérer à ces chemins. Dès lors qu'il n'aura pas bien explicité cette question, vous savez, c'est devenu maintenant comme une foire politique, passez-moi l'expression, on reçoit tel autre consulte tel, et ça devient comme une foire, on ne sait pas réellement qui fait quoi. Et je me demande en tant que journaliste, j'observe la société, Paulette, je me demande si vraiment c'est là qui veulent cette cohésion nationale ont vraiment la volonté que les choses aboutissent réellement. Harold Badibanga, quel doit être l'élément déclencheur de cette cohésion nationale? C'est par exemple, on a suivi dans divers journaux télévisés, dans les journaux, dans les magazines, que l'élément déclencheur peut-être, ça sera la rencontre Kabila-Tshisekedi. C'est peut-être ça l'élément déclencheur de cette cohésion nationale. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, maman. Vous savez, la cohésion nationale dont il est question ici, elle est d'abord politique, je précise les choses. Elle n'est pas sociale. Je regrette. La cohésion nationale, Joseph Kabila est lui-même par essence un acteur politique, c'est au nom de la politique qu'il est à la tête de la République. Et la cohésion est politique et n'est pas sociale. Voilà pourquoi j'ai nuancé les choses pour dire que le Congolais, qu'il soit de n'importe quelle province de la République, dans son âme, il se croit un indivisible. Et donc, à ce niveau-là, socio-psychologique, on est unis. Il y a la cohésion. Maintenant, la cohésion dont nous avons besoin, c'est une cohésion politique pour qu'elle déclenche beaucoup d'essence dans le fonctionnement de la République. C'est de ça que le chef de l'État a parlé. Il a parlé de la cohésion politique et non socio-psychologique par rapport à la pluri-ethnicité que nous avons dans ce pays. Alors, l'élément déclencheur, c'est la volonté. On dit, quand on veut, on peut. On dit encore, le feu brûle tout haut à condition que chacun y apporte un morceau de bois. Ça, le chef de l'État, en bon africain, l'a compris. Il a compris que seul ne peut pas être artisan unique de la cohésion nationale. Il doit faire avec tout le monde. Et quand je parle de tout le monde, je vois les acteurs politiques, les forces vives de la République. Et maintenant, si déjà lui, en tant qu'élément incontournable, a fait le pas en le disant tout haut, en mandatant Aubin Minakou pour qu'il lance des consultations. Et là, je précise que ce que Aubin Minakou fait n'est pas encore ce qu'on peut appeler la cohésion nationale. C'est une phase préparatoire. C'est déjà un ton. Il reste maintenant aux autres acteurs politiques de tous bords, sans poser des préalables du genre impérium et tout ça, comprendre que d'abord le feu brûle. Si nous aimons ce Congo,
répondons sans condition à l'appel pour venir sauver le pays. Nos divergences, taisons-les d'abord et le reste, ça viendra. Et donc, si dans le chef des uns et des autres, il n'y a pas cette compréhension de la chose, madame, vous voulez que l'on fasse quoi? Harold Badibanga dit, Israël Moutala, qu'on doit taire nos divergences pour sauver ce pays face, par exemple, à l'agression rwandaise, si on prend un exemple tout à fait palpable. Donc, pratiquement, comment ça doit se faire? Si pour Harold, on doit taire nos divergences, mais pour qu'il y ait cohésion, on doit mettre ces divergences sur la table, parler, essayer de trouver des solutions. Je trouve ça un peu paradoxal. Je suis parfaitement d'accord que je ne partage pas le point de vue d'Harold. On ne peut pas taire nos... Le contraire m'étonnerait. S'il vous plaît. On ne peut pas taire nos divergences. Donc, la cohésion nationale, c'est un discours de vérité. C'est un discours de vérité, c'est un discours de franchise. Non, actuellement, si je prends l'exemple aujourd'hui, il y a une agression avérée, c'est le Rwanda. Ne doit-on pas taire nos divergences aujourd'hui, être soudés, dégager le Rwanda et puis reprendre le dialogue peut-être après? Puisqu'aujourd'hui, on apparaît, comme tu as dit, une maison divisée est appelée à ne pas survivre. Aujourd'hui, tel qu'on est divisé, on est appelé à disparaître. C'est un peu ça la compréhension des choses. En principe, c'est vrai, il faut taire nos divergences. Mais qui vous dit justement que, parce que les gens pensent que, qui vous dit aujourd'hui par exemple qu'en taisant nos divergences et en faisant front pour justement faire face à la menace extérieure, et puis quand on aura résolu justement cette menace extérieure, il n'y aura pas une fourberie. Parce que justement, il n'y aura pas une fourberie. Ça, vous faites je vous donne un exemple. Un procès d'intention. Je ne fais pas un procès d'intention, madame. Dirigeant. Je vous donne un exemple clair. Je parle d'une force politique importante du pays, l'UDPS. Ils ont été au dialogue global et inclusif. Ils en ont été parmi les artisans majeurs. Ils n'ont pas participé à la transition. Ils n'ont pas participé aux élections de 2006. La pression internationale et la pression interne étaient fortes pour que l'UDPS participe enfin maintenant aux élections de 2011. Il fallait au moins, la moindre chose, c'était de donner assez de gages de transparence et de sécurité pour les élections. Vous avez une force importante qui était en marge d'un processus politique. Et dès que ce parti s'est engagé dans un processus politique, il a maintenant l'impression d'avoir été floué. Et donc, tout est parti de là aussi. C'est une partie de nos malheurs d'aujourd'hui. Donc, l'UDPS se dit floué. Alors moi, je dis ceci. On doit d'abord, dans un premier temps, lister les obstacles à la cohésion nationale. Ils sont d'ordre politique, ils sont d'ordre social, ils sont d'ordre économique. Donc il faut qu'on le liste, après qu'on trouve des solutions à ces problèmes-là. Ensuite, moi je dis ceci. Kabila a une opportunité formidable, justement, d'entrer dans l'histoire comme un grand président. Ça veut dire qu'il doit donner des gages aux autres. Qu'est-ce qui lui coûterait? Il a déjà fait. Le premier gage, c'est dire d'abord que non, je ne me représente pas en 2016. Au lieu que les gens spéculent à gauche et à droite, qu'on spécule Joé. Il n'a pas le dire, la Constitution est claire. Non, madame. Il n'a pas le dire. La Constitution est là, justement. La parole est là. Ça veut dire que la Constitution est là, mais on sait que la Constitution peut être tripatouillée, elle peut être changée. On peut ne pas respecter une disposition constitutionnelle. Ailleurs où les gens se sont représentés plus que la Constitution ne le prévoyait, la Constitution n'a pas... Voilà. Il faut une parole d'honneur. Voilà. C'est un gage. Un autre gage de Joseph Kabila, c'est de faire en sorte que... Parce que s'ils sont dans deux schémas parallèles avec l'UDPS, je ne souhaite pas ça. Il a encore une opportunité formidable. Ça veut dire c'est de fédérer au moins l'opposition parlementaire qui siège là-bas au Parlement et même extra-parlementaires qui sont prêts à aller au dialogue parce que l'UDPS a fermé la porte au dialogue. Mais selon une certaine presse, elle a fini par dire oui. Non, l'UDPS n'a pas dit oui parce que l'UDPS, la conditionnalité pour accepter le dialogue, c'est une conditionnalité inacceptable. Elle dit que Kabila ne peut pas en être l'initiateur, Kabila est hors jeu. Non, c'est inacceptable. Kabila a initié le dialogue, il faut quand même lui reconnaître ce statut d'initiateur. Donc là-dessus, l'UDPS fait une exigence qui ne sera pas tenue parce qu'elle est dans le déni total de la légitimité de Kabila. Elle ne reconnaît à Kabila même pas une once de légitimité. Donc nous sommes dans un schéma sans issue que propose l'UDPS. Donc ce n'est pas un schéma constructif. Donc les gens de l'UDPS doivent mettre un peu de l'eau dans leur vin. Ils sont trop intransigeants. Ils doivent mettre de l'eau un peu dans leur vin pour que nous trouvions un modus vivendi. Alors, mais j'aimerais terminer pour dire que si Kabila ne peut pas avoir l'UDPS avec lui, qui est une force politique et sociale importante,
il peut au moins réduire le camp de ses ennemis en fédérant les oppositions extrêmes qui sont prêts à un consensus. Serge Kabon, est-ce que le Congo est un monstre à deux têtes encore aujourd'hui? Je crois, Paulette, parce que Israël a parlé tout à l'heure de lister les problèmes. Moi, je vais peut-être abonder dans le sens pour dire on doit poser un bon diagnostic. On pose les diagnostics et on le sait très bien pourquoi nous sommes arrivés au stade actuel. Pourquoi il y a manque de cohésion nationale Nous sommes allés aux élections. Nous sommes allés aux élections. Des élections qui devraient être facteurs de paix, de développement. Les élections constituent aujourd'hui un sujet de désunion. Et là, ça pose véritablement un problème. On sait, après les résultats, en 2011, c'est M. Tshisekedi qui a contesté la réélection dans des conditions douteuses de l'actuel président de la République, Joseph Kabila. Et si aujourd'hui on veut poser les problèmes de la crise institutionnelle, mais il faut aller voir ce monsieur-là. Parler avec lui. Une question tout à fait claire. Pour qu'on soulève le débat. Est-ce que Tshisekedi d'aujourd'hui, je vais vous redonner la parole, est-ce que Tshisekedi d'aujourd'hui a-t-il un poids politique? Pèse-t-il encore ou ce n'est qu'un mythe? Sans Tshisekedi, ce pays n'ira pas loin. Non, vous savez, lorsqu'on parle du poids politique d'un individu dans une république, on voit ce qu'il représente. Ce qu'il représente, c'est qu'aujourd'hui, l'UDPS de Tshisekedi est première force politique dans le Parlement congolais, quoique pour des raisons que l'on connaît, il a chassé, entre guillemets, ceux qui ont accepté de siéger. De ce point de vue, on comprend que l'UDPS et son président sont une force politique première de l'opposition après la majorité qui gouverne. Alors, s'il faut réduire la cohésion nationale à deux individus, c'est une robotisation du fonctionnement des institutions de la République. La cohésion n'est pas Kabila Tshisekedi. Je persiste et je signe parce que je sais que en Afrique, en général et particulièrement au Congo, où les tendances politiques se dégagent par rapport aux origines tribalo-ethniques des leaders, on pense que c'est de cette façon que ça doit se faire. Mais même si tel est le cas, allons-y un peu, allons au Katanga. Il y a des Katangais qui sont pour Joseph Kabila, il y a des Katangais qui ne sont pas pour Joseph Kabila, qui sont peut-être des Tshisekedistes ou des Caméristes. Allons au Kasaï oriental plus précisément. Il y a des Kassaïens qui ne sont pas pour Tshisekedi, il y a des Kassaïens qui sont pour Tshisekedi. Cette réalité étant évidente, est-ce qu'il suffit d'une rencontre Etienne Tshisekedi, Joseph Kabila pour que ces deux-là arrivent à s'entendre? Maintenant, c'est à vous de rebondir. Je vais préciser ma pensée. Vous savez que nous ne naviguons à vue. Et quand nous sommes journalistes, nous devons avoir les deux pieds sur terre pour aborder des questions qui concernent la République, pas avec état d'âme, mais avec âme d'État. Vous savez que Kabila gère ces pays avec sa famille politique seule. Il a gagné les élections, c'est tout à fait légal. Il a gagné les élections, il a la majorité. Donc, c'est son droit. Nous sommes allés à Sun City avec les dialogues intercongolais. Nous avons un soubassement. Les élections en soi ne constituent pas une panacée. Kabila se limite à organiser les élections présidentielles avec les législatives. Vous avez Kabila qui gère seul la territoriale. C'est un problème. Depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, il a des maires, il a des commissaires de district, il a des gouverneurs qui sont au-delà, hors mandat. Il y a la question du Sénat, le Sénat qui est hors mandat. Il y a la question, par exemple, des assemblées provinciales qui sont hors mandat. Vous voyez ce qui se passe au niveau de l'Équateur. On doit en parler. Au nom de quoi Kabila et sa famille politique devraient gérer seul la territoriale, devraient gérer seuls les gouvernorats qui sont d'ailleurs au-delà de leur mandat, au détriment d'autres formations politiques. Et ça, c'est en violation même des accords globaux et inclusifs de Sun City. Vous savez que ces accords constituent une base non négligeable pour l'avancement de la démocratie dans notre pays. Moi, je crois plutôt... Ces accords ne sont pas tombés en désuétude, des accords de Sun City. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Il y a quand même eu des élections. C'est ça les problèmes. Il y a eu des élections législatives au niveau national, des élections présidentielles, ok. Mais alors, la bonne démocratie, c'est au niveau des élections, je dirais, communales, des élections de maires, des élections de gouverneurs. Ok, quand vous parlez de la cohésion nationale, mais je n'aimerais pas qu'on puisse réduire
la cohésion nationale pour sauver par exemple les régimes Kabila. On parle de la cohésion nationale pour sauver les pays. On parle de la cohésion nationale pour sauver la République, mais pas pour sauver les régimes Kabila qui est aujourd'hui aux abois. Parce que nous n'écoutons que la voix de la guerre, puisqu'il sait plus comment y aller avec les rebelles. Il vient maintenant faire face à la population. La population dont il a déjà meurtri ici à Kinshasa. Vous souvenez, pendant les élections de 2011, comment on a sorti des chars, comment on a sorti à la place des sapins qu'on voyait pendant les festivités de bonne année. On a vu plutôt des chars qui étaient érigés dans des coins et les coins de la capitale. Il y a déjà une fracture profonde entre le peuple et nos dirigeants. Et je pense qu'il fallait vraiment des signes, comme j'ai dit au début, de la part du président de la République pour débrayer les terrains. Okay. On a dit ça off the record. On a des détenus politiques, on a des gens qui sont en prison sans jugement. Il faut des signes forts on a même des confrères journalistes qui sont enlevés. On a même des... Vous sentez qu'il y a deux poids deux mesures. Par exemple, quand il concerne des questions qui concernent nos compatriotes de la province du Bas-Congo ou celle de l'Équateur, il y a plus de répression que quand il s'agit des questions qui concernent les Katanga. Et ça, ce sont des faits. Je suis journaliste et je reste devant les faits, je m'incline. Ok. Israël Moutala, selon Némois Dansemi, la cohésion nationale doit se faire à partir des communautés. Ce n'est pas une affaire des politiques seulement, mais c'est aussi une affaire des communautés. Les communautés congolaises ne s'entendent pas. Non, d'abord, avant que je rebondisse sur la pensée de Némois Dansemi, j'aimerais dire ceci par rapport à ce qui a été dit sur Kabila et sur Tshisekedi. Donc, j'aimerais quand même faire comprendre à Harold que Tshisekedi, si l'on en croit les résultats de la CENI, c'est quand même à peu près 33 ou 30% de l'électorat. Donc, ça je l'ai dit. Non, tu l'as pas dit. Alors, ça veut dire que c'est une force politique importante. Ça veut dire qu'à eux deux, moi je sais que les gens qui sont au pouvoir actuellement, le chef de l'État est favorable justement à un accord avec l'UDPS. Les proches sont favorables à un accord avec l'UDPS. Mais la seule condition, c'est que justement, que l'UDPS reconnaisse la légitimité de Joseph Kabila comme chef de l'État. Bon, nos amis de l'UDPS, ils ont un problème. Ils ont un problème de rigidité, ils ont un problème de... C'est la constance aussi dans la démarche. Ce n'est pas une question de constance à certains égards. Il faut qu'on aide aussi nos amis de la UDPS à faire de bonnes analyses pour qu'ils en tirent des conséquences qui valent la peine pour sauver le pays. L'UDPS s'était accroché à son schéma, que Tshisekedi était le président de la République. Le premier ministre élu de la conférence nationale souveraine, c'était dans le schéma de la conférence souveraine. Il y est resté pendant des années et il n'a jamais renoncé. Ministre. Donc il a fallu que la guerre vienne, l'AFDEL, il maintenait son schéma. Non, on est venu avec le problème de l'accord global et inclusif, il s'est inséré dans ce schéma, on a abouti, bon d'accord, c'est bon. Actuellement, nous avons notre problème, l'UDPS, c'est maintenant le schéma de la guerre de l'intérieur. Écoutez, la communauté internationale a déjà mis une croix. Kabila est président jusqu'en 2016 aux yeux de la communauté internationale. Je ne vois pas comment est-ce que l'UDPS va faire aboutir ce schéma. Si c'est par des voies subversives, ce n'est plus légal. C'est pas bon que nous allions de coup d'état en coup d'état. Et donc, nous devons être malheureux d'apprendre que certains de nos compatriotes en Afrique du Sud ou ailleurs sont en train de comploter contre eux. Alors, prenons par rapport à Némois Dansemi, est-ce que la cohésion doit se faire aussi à partir des communautés? Bon, je sais qu'il y a des problèmes communautaires qui existent. Il y a des problèmes entre certaines communautés dont nous ne nous tolérons pas. D'abord, des problèmes entre provinces, des problèmes au sein des provinces. Dans toutes les provinces que je sillonnais, il y a toujours des problèmes. Au Kassai, il n'y a pas de cohésion entre toutes les tribus, même dans la communauté Luba. Il n'y a pas de problème. On a vu à l'Équateur la crise sanglante qu'il y avait eu entre les Enyélé et les trucs. Ils sont du même coin, ils sont même Ngala, ils sont même pas Ngala Mongo, ils sont Ngala, même coin, dans le même district. Partout, tu vas au Kivu, Rega, Bashi, partout, il y a toujours ces petits problèmes là. Tu vas au Katanga, Bemba, Lubakat, ou bien Lubakat Rund. Bon, il y a toujours, même au sein de... Enfin, nous avons un problème. Le problème, c'est qu'il faut que nous dépassons, parce que il faut que nous dépassons les considérations d'ordre tribal, ethnique. Il faut que l'homme s'élève. Donc, il faut voir ton prochain, ton voisin, pas sur le prisme de la tribu, mais sur le Je voudrais bien savoir, c'est une question que je vous pose à tous. Quel est le regard de l'extérieur
qu'on a des Congolais, vu tout ce qu'il y a, toutes ces divisions, tout ce manque de cohésion, comment est-ce que l'étranger, vous êtes journaliste, vous analysez, voit le Congolais aujourd'hui? Un être affaibli, un être qui n'aime pas son pays, un être qui préfère sortir au lieu de rester lutter pour son pays. Première chose, Paulette Kimuntu, l'extérieur et principalement l'Européen, l'Américain, pris une globe par moi, Harold Badibanga, que je qualifie d'impérialiste, veut entendre du Congolais et de l'Africain en général ce qu'il veut qu'il lui dise. Cet homme veut entendre du Congolais qu'il est esclave de l'homme blanc. Alors n'attendez pas de tel homme qu'il dise que le Congolais est responsable. N'attendez pas de tel homme qu'il vous dise que le Congolais c'est un bosseur. L'image qui est vendue aujourd'hui du Congolais à travers le monde qu'il aime, la femme et la bière, c'est une image faite de sorte à ternir l'image du Congo et de l'Afrique. Je ne parle pas que du Congo étant donné que l'affaire est globale. Je réponds à votre questionnement avec référence. Nous été la bravoure de Lumumba, on ne serait pas arrivé à l'indépendance aujourd'hui. En quelques minutes, parce qu'on doit prendre le deuxième thème. Le regard, vous êtes journaliste, vous voyagez, Israël Moutala, quel est le regard de l'étranger, de l'extérieur par rapport aux Congolais? Bon, c'est un regard de mépris, c'est un regard, on dit voilà, il y a des gens qui ont un pays magnifique, mais bon, qui n'arrivent pas à le manager pour le bonheur collectif. Justement, nous devons travailler pour corriger ça et nous affirmer en tant que peuple, nous ne sommes pas moins que les autres. Ça veut dire que si nous avons une intelligence de nous organiser collectivement, on peut faire des merveilles, mais cela, ça passe par la cohésion nationale, à ne pas éluder les problèmes de gouvernance que nous avons, qui précèdent justement même les élections ratées de 2011, mais nous devons nous affirmer en tant qu'État. En quelques mots, le regard de l'extérieur. Vous savez, ça s'est dit, même quand vous allez dans des chancelleries occidentales ici à Kinshasa, on vous le dit, on dit mais les Congo, c'est, je ne sais pas, Dieu vous a tout donné, mais vous n'arrivez pas à bien gérer votre pays. On dit des Congolais, ce sont des incapables, parce que vous avez un territoire immensement, je dirais même vachement riche, mais vous ne savez pas administrer votre territoire. Je pense que nous avons plus de 9 voisins tout autour de notre pays. Mais il y a un problème qui se pose, je ne sais pas moi si c'est dans 2 ou 3 territoires que nous ne savons pas gérer. Et là, ça pose un problème. Vous savez, quand nous voyageons, nous sommes journalistes. Il y a même quelqu'un qui m'a dit que vous savez, on est fiers de vous Congolais, hein, parce que quand j'ai un téléphone portable entre mes mains, je sais que j'ai une partie du Congo. Parce qu'il y a les coltans dont on se sert pour fabriquer le téléphone. Vous avez l'uranium, vous avez tout. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il faut pour que les Congolais, pour que le Congo soit une locomotive au sein non seulement de la région, même au niveau même de l'Afrique? Ça pose un problème. Et moi je pense que les problèmes devraient plutôt être au centre de préoccupation, que ce soit au niveau de la classe politique, comme ceux-là qui nous dirigent, parce que vous savez, le Premier ministre, le patriarche Antoine Gizenga l'avait dit, hein, les poissons commencent à pourrir où? Nous allons conclure. Donc, nous prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs, c'est la signature d'un plan régional de paix le 24 février. Comme vous le savez, la première fois, ça avait capoté Harold Badibanga, Israël Moutala. Est-ce que cette fois-ci, toutes les chances sont mises de côté pour que cet accord cadre soit signé à Addis Abeba? Oui, mais il y a 2 choses à préciser par rapport à cette signature. On doit d'abord savoir pourquoi la première fois ça avait... On l'avait déjà dit lors de cette émission, oui. Nos téléspectateurs en ont besoin à titre de rappel pour leur dire que si ça capotait, c'était par la volonté d'un individu, le secrétaire général de l'ONU, qui au corps défendant de tous les pays membres de cette organisation transnationale n'était pas d'accord, étant donné que lui proposer que la force internationale neutre soit incorporée dans les forces de l'ONU, alors que dans l'entendement de l'Afrique du Sud et de l'Angola et d'autres pays qui avaient déjà consenti pour l'envoi de leurs troupes, ça devait faire... Mais aujourd'hui, on a quand même séparé, il y a une force... On a séparé, mais je m'en doute par rapport à la surprise
de Ban Ki-moon qui risquent de revenir avec les mêmes intentions, nonobstant le fait que le Conseil de sécurité des Nations Unies a déjà fait des recommandations pour qu'on n'en revienne pas à cette affaire. Je crois savoir qu'avec ce qui arrive, nous avons eu à le dire ici, l'aventure du M23 n'est qu'une affaire de quelques jours, étant donné que la victoire diplomatique de la République démocratique du Congo a su prouver à la face du monde que le M23 n'est qu'une marionnette orchestrée par le Rwanda et ses parrains qui se recrutent dans la nébuleuse communauté internationale. Et je crois savoir que le M23 en déphasage risque de se voir dans les pénates dans les jours qui viennent. Aujourd'hui, on a cette brigade spéciale qui va être créée, c'est 2500 hommes, cette brigade de la SADC qui va intervenir cette fois-ci. Il y aura échange quand les attaques, ils attaquent, ils sont là pour chasser, bouter dehors les forces négatives. C'est quand même un pas de géant. Hein. Ouais, c'est une excellente nouvelle. Comme l'a dit Harold, il y avait des problèmes la fois passée. Qui ont fait à ce que la signature n'ait pas lieu de l'accord cadre sur la pacification de l'Est. Bon, notamment des problèmes de structure de commandement, des problèmes de financement et les missions de cette brigade. Elle va contenir à peu près 2500 4000 hommes. C'est une très bonne chose parce que elle aura le mandat. Donc cette unité, carrément, c'est passer à l'assaut contre tous ces groupes armés nationaux et non d'attendre de se voir tuer. Donc ce ne sera pas comme la MONUSCO, quand on les attaque, ils ripostent. Non, ça veut dire que les missions sont claires. C'est d'abord neutraliser les groupes négatifs et puis la surveillance de la frontière. Entre le Rwanda et la RDC, la frontière à problème. Dans un appui à leur mission, il y a les drones qui seront aussi déployés. Donc c'est une très très bonne chose. Moi je pense que sur le plan diplomatique, parce que j'ai toujours pensé, c'est vrai que à part notre incurie, la communauté internationale a une part de responsabilité importante dans le plan qui suit à l'Est, parce que c'était en 1994, quand il y avait eu le génocide au Rwanda, on nous avait demandé d'ouvrir nos frontières pour accueillir les réfugiés rwandais. Bon, notre incurie à l'époque aussi, on les a accueillis avec armes et bagages et tous les désordres qui s'en est suivi. Bon, la communauté a une responsabilité morale pour pacifier l'Est. Et pour revenir encore plus près de nous ici, c'est la communauté internationale qui a mis la pression sur Kabila pour qu'il arrête Bosco Ntaganda, alors que Kabila avait donné un gentleman agreement à Kagame qui n'arrêtera pas Ntaganda. Donc la communauté nous a mis dans des situations qui ont conduit à cette guerre. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec cet accord cadre, elle va réparer le désordre qu'elle a contribué justement à... Oui, donc on sait bien que on dit souvent, vrai ou faux, que les Africains ne respectent pas toujours les accords signés, mais cette fois-ci, c'est l'accord dit que les pays signataires de ces accords ne doivent en aucun cas soutenir, ni financer, et même abriter aucun groupe armé ou un individu contribuant à déstabiliser l'Est de la RDC. Est-ce que vous croyez que ça sera vraiment respecté cette fois-ci? Je présume, j'ai les mêmes inquiétudes que vous, Paulette. Je présume que cette fois-ci, ça sera la bonne, ça sera la bonne, parce que l'accord ne sera pas que signé par la RDC, le Rwanda. Il y aura plusieurs pays, RDC, Rwanda, Ouganda, Burundi, Angola, Congo, Afrique du Sud, Tanzanie, il y en a beaucoup. Je pense que c'est un tournant décisif, non seulement pour la RDC, mais aussi pour l'ensemble de la région. Parce que déjà, je me disais que la communauté internationale qui se voit déjà devant un échec ne devrait que réagir de la sorte. Vous savez qu'avec au moins 17 000 hommes, avec plus d'1 million de dollars et demi américains, la plus grande mission au monde, des Nations Unies, on ne cesse de l'inventer, mais l'ONU n'arrive pas à stopper les guerres, les mouvements rebelles au niveau de l'Est du pays. Alors je comprends aujourd'hui les élucubrations du secrétaire général des Nations Unies, mais c'est Ban Ki-moon qui, à mon avis, a échoué pendant son mandat, et parce que, vous savez, il a finalement compris que laisser la place à l'Afrique du Sud, laisser la place à la SADC avec 4000 hommes venir stopper l'avancée de ces marionnettes de M23, ça est déclaré aussi un échec patent
de la communauté internationale des Nations Unies. Voilà pourquoi Ban Ki-moon a fait à Harakiri un volte-face pour aujourd'hui venir soumettre un document afin que ça soit signé rapidement. Nous allons terminer par une question. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. On a souffert et nos compatriotes, c'est déjà une bonne nouvelle avec cette histoire des drones qui devraient surveiller le long de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Mais je pense que cette fois-ci, ça sera ou juillet, ça va aller rapidement. Alors, comme vous le savez, l'opposition, pour peut-être revenir faire un croc en jambe, l'opposition demande à ce que le dialogue se tienne à Brazzaville. La société civile par le RENADOC demande ça aussi. Et comme on le sait, Paul Kagame est allé à Brazzaville. Alors, quelle lecture faites-vous, vous en tant qu'analyste, du voyage de Paul Kagame à Brazzaville? Maman, je ne voudrais pas, comme certains, faire un peu de la comparaison, alors que nous sommes déjà institutionnalisés par rapport à la Constitution qui décrit, détermine le mode d'accession au pouvoir qui nous renvoie à Sun City. Non, moi je ne suis pas de ces Congolais-là. Je veux tout simplement dire que c'est deux démarches distinctes. La démarche entreprise par Joseph Kabila dans le cadre de la cohésion nationale, c'est avec les forces vives de la République, la société civile, les acteurs politiques. Ça n'a rien à voir avec ce que l'on entend parler à Brazzaville, qui est une initiative de Sassou Nguesso qui veut, dans le cadre de l'Afrique centrale, mettre autour d'une même table Kagame et le président de la République, Joseph Kabila, pour enlever le mobile qui fait croire, à raison d'ailleurs, que c'est le Rwanda qui agresse la République. La lecture, que faites-vous vite de la visite de Kagame à Brazzaville? Bon, la visite de Kagame à Brazzaville, c'est... Bon, je crois que Sassou va jouer un rôle important maintenant aussi dans la sous-région. Et voilà. Et je sais que le courant entre Kabila et Kagame ne passe pas, ils ne se pivent pas, ils se supportent à peine. Et donc, je crois que Sassou peut jouer cette courroie de transmission de messages entre les deux chefs d'État parce qu'ils doivent continuer à coopérer pour stabiliser l'Est. Donc, je m'inscris ça dans ce cadre-là. Pour la tenue du dialogue, peu importe. Je dis, ce qui va déterminer l'efficacité de ce dialogue, c'est la franchise de Kabila et le prix à payer par rapport à ce dialogue. Kabongo, vous savez, chaque fois que Kagame se déplace et vient à Brazzaville, les répercussions, c'est jusqu'à Kinshasa. Non, les lignes commencent à bouger. Là, en analyste, je comprends que les choses commencent à bouger dans la région et Kagame devrait comprendre les signes du temps. Ok, les moments n'est plus le même avec cette histoire de l'arrivée des militaires et la signature de cet accord pour le 24 prochain, le 24 février prochain, les choses devraient commencer à bouger et je crois que Kagame, comprenant bien la situation, ne fait que prévenir ce qui va arriver. Au sujet de dialogue, je reviens sur ça et je martèle en disant qu'il y a un problème, c'est que ceux-là qui dirigent les pays actuellement, depuis 2007, après les élections, il y a d'une part eux qui posent problème, il y a d'autre part l'opposition. Mais je vois très mal, on est en même temps sujet d'un problème et en même temps on veut être soi-même négociateur, soi-même facilitateur. Vous voyez, je crois que les temps du président Kabila, je suppose que vous êtes journaliste, quand vous avez parlé, je m'étais dessus, vous devez avoir les mêmes attaques. S'il vous plaît. Donc je conclus en disant, Paulette, que on ne peut pas en même temps être juge et parti. On l'a fait à Kampala. On l'a bien fait à Kampala. Donc, l'AMP aura ses arguments pour défendre ses actions, tout comme l'opposition et les forces vives auront aussi leur position à défendre. Je ne vois pas l'AMP en même temps juge et parti. Voilà, je crois que institution. S'il vous plaît, moi, je pense que moi, j'ai écouté, soyons de bonne foi. Kabila est là, il peut dire voir mes frères, sauvons le pays. Qu'est-ce qu'il y a? Il se parle de frère à frère, en tout amour, en toute humilité. Le Congo d'abord. Moi, les choses de négociateurs face à peu importe, moi je dis que c'est la bonne foi des acteurs. Kabila, s'il est de bonne foi, que les autres en face sont aussi de bonne foi, on va trouver un accord, on va sauver le pays. Moi je pense que Kabila mérite quand même. Il est tellement dépeint dans ce pays comme un petit monstre et sous les réseaux sociaux. C'est pas ça. Il a aussi un amour de ce pays et il ne va jamais céder le pouvoir tant qu'il se sentira menacé dans son propre pays.
Donc il n'ira pas à l'étranger. D'abord, ils sont hostiles. Il faut quand même qu'on apaise le climat dans ce pays pour établir ce champ chez lui, où qu'il aille. Enfin, c'est le ce pays. Donc j'aimerais aujourd'hui au moins que arrêtons de le diaboliser outre mesure, essayons de pacifier nos rapports et tout ça. C'est ça la cohésion nationale, donc c'est ce qu'on disait, arrêter les divergences, mettre de l'eau dans nos vins pour essayer de sauver ce qu'on a de plus précieux. Pas chercher les médiateurs ailleurs alors que le président de la République... Ce sont des histoires. Ça arrive, ce sont des moyens pour essayer de trouver cette cohésion nationale, mais l'important, comme on a dit, c'est de taire nos divergences, de se mettre autour d'une table et d'essayer de sauver ce qu'on a de plus précieux, la République démocratique du Congo, face aux agressions étrangères et aux convoitises étrangères. Mesdames et messieurs, voilà, c'est la fin de ce magazine Web Presse. Merci de nous être fidèles. Merci à Harold Badibanga qui, en tout cas, accepte gentiment mon invitation à chaque fois que je lui propose. Merci à Israël Moutala aussi pour sa gentillesse d'accepter à chaque fois de participer à Géopolis Magazine, pardon, pas mes travaux à Géopolis Magazine, mais d'accepter d'être chaque fois à Web Presse, de nous donner son point de vue. Merci à Serge Kabongo qui a accepté pour la première fois de venir à Web Presse. C'est une émission qui vous est offerte, qui est ouverte, pardon, à tous les journalistes. On n'a pas tendance, hein, nous les journalistes, donc à tous les journalistes. En tout cas, la porte vous est ouverte. Venez vous exprimer. Hein, c'est la seule arme que l'on a. Pour nous, c'est ça la cohésion, en fait. Je n'ai même pas demandé le rôle de la presse dans cette lutte pour la cohésion nationale. C'est ça notre lutte, c'est ça notre participation à la cohésion nationale, que chacun essaye de mettre de l'eau dans son vin pour essayer de sauver ce qu'on a, et je le répète, le plus précieux, la République démocratique du Congo. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, la semaine prochaine avec d'autres confrères et d'autres consoeurs pour analyser l'actualité. Merci à toute l'équipe technique et surtout merci à vous, mesdames et messieurs, de toujours nous faire confiance. Au revoir.